On était très contents des résultats de la recherche dont Emma vient de vous parler. Ça a été vraiment le terreau, un terreau très, très fertile pour nous. Évidemment, vous avez vu les images de THT, c'était un site web de 2008-2010, donc avec peu d'interactions. Et puis c'était anglais parce qu'on avait fait ce travail-là en Ontario. Et puis c'est une longue histoire que je pourrais vous raconter à un autre moment. Mais on s'est dit, bien, il y a très, très peu d'outils de ce type-là disponibles en français pour notre population au Québec. Alors, de là est venue l'idée d'adapter ou de trouver un outil semblable et de créer un outil semblable. Donc, nous, en médecine, on est obligé de déclarer nos conflits potentiels d'intérêt à chaque fois qu'on fait une conférence. Donc, les voici. J'ai reçu quelques honoraires de la compagnie Merck pour la conception d'un atelier portant sur la communication et la vaccination en 2014. Et pour le projet d'implantation dont on va parler aujourd'hui, qui est subventionné par les Instituts de recherche en santé du Canada, il y avait quand même une partie de la subvention qui venait de AstraZeneca et TELUS Santé. On a déjà nommé mes collaborateurs. Je suis ici, mais c'est vraiment un véritable travail d'équipe et je veux souligner le rôle de Capsana. Capsana, pour les gens du Québec qui sont ici depuis longtemps, c'est l'ancien Actimenu. Donc, c'est un organisme social à but non lucratif qui a comme mission de produire de la documentation pour la promotion et la prévention destinée aux patients. Ils sont là depuis 25 ans. Ils viennent de changer de nom, je pense, en 2014. Donc, les sources de financement du projet, c'est une belle histoire. Ce projet-là a commencé par une subvention dans un concours ici au Québec pour la gestion des maladies chroniques. Alors, il y a eu 2 projets qui ont été subventionnés à la hauteur d'1 demi-million chacun. Donc, on a été avec Capsana récipiendaire de cette première subvention qui nous a permis finalement de conceptualiser le site et de le réaliser. Et ensuite, on a dit, bien, c'est beau avoir un cheval de course, mais il faudrait bien évaluer, est-ce qu'en pratique, c'est possible d'introduire ça dans les routines cliniques et d'en faire un usage. Donc, on a eu une première subvention du Réseau 1 Québec, qui nous a permis de faire une étude à une petite échelle. Et ensuite, riche de cette première subvention-là, on a participé au concours des Instituts de recherche de santé au Canada et on a eu une subvention. Puis vous savez, la nouvelle mode au niveau des Instituts de recherche en santé du Canada, c'est qu'il faut faire un montage financier à la hauteur de l'argent que les instituts nous donnent. Alors, on veut bien être indépendant des agents de commerce de ce vaste et grand monde, mais même nos organismes subventionnaires nous obligent finalement à aller cogner aux portes de d'autres agents qui peuvent supporter notre travail. Mais je répète, comme Emma l'a mentionné, ni AstraZeneca ni TELUS ne participent à la conception du protocole lui-même et aux analyses qu'on fait. Donc aujourd'hui, j'ai 2 objectifs principaux. C'est d'écrire rapidement la structure et les fonctionnalités de Discutons Santé, parce que c'est quand même différent de ce qu'on a vu dans THT. Et finalement, présenter le protocole de recherche qui est en cours en ce moment, auquel Christine participe, auquel Claude participe, et de vous donner quelques résultats préliminaires. Claude et moi, on s'est promenés à 3 pistoles dans les 3 derniers jours. Alors, on a fait un périple de 1000 km pour aller faire des groupes de discussion dans une clinique qui tentait d'implanter Discutons Santé. Donc, pour nous, Discutons Santé, c'est tout simplement aller plus loin que ça. Nos patients arrivent déjà préparés d'une certaine façon à leur rencontre, plusieurs d'entre eux, mais ça, ce sont des bouts de papier que mes patients m'ont apportés et qui m'ont donné la permission de partager avec vous dans des présentations comme celle-ci. Puis on voit que c'est un petit peu un méli-mélo de choses dont on veut parler, puis les gens sont un petit peu gênés de nous mettre le papier sur la table, alors que c'est vraiment un outil dont normalement le professionnel devrait s'approprier immédiatement. Alors, on s'est dit, on peut aller un petit peu plus loin que ça. Ils sont prêts à faire du travail. Est-ce qu'on peut les aider à organiser et préparer leur visite pour aller plus loin que ce fameux petit bout de papier-là? Bien sûr, ça arrive un petit peu abruptement parce que j'ai coupé des diapos. Il y a comme un modèle derrière ça. Hein? Il y a un modèle théorique pour la préparation de la visite.
On est dans un cadre ici de patients atteints de maladies chroniques chez qui la gestion de leur maladie est extrêmement importante. Comme vous disiez plus tôt ce matin, tu sais, les gens ont une vie avant et après d'entrer dans le bureau de consultation. En fait, ils passent beaucoup plus de temps à gérer leur maladie eux-mêmes que le peu de temps qu'on passe avec eux. Alors ça, c'est un modèle que Claude et moi, on a publié en 2008, puis de façon très, très simple, l'axe DY, ça représente la gravité ou la sévérité de la maladie, ou avec, en bas de la courbe, c'est grave, en haut, c'est bénin. Et l'autre axe, c'est est-ce que la maladie est aiguë ou elle est chronique? On a une diagonale qui représente le type ou le niveau de collaboration entre le professionnel de la santé et le patient. Puis, finalement, on se rend compte, comme je disais à l'heure du midi, si on est en situation d'urgence, qui est en bas de l'écran à gauche, c'est tout à fait approprié que le médecin ou l'équipe de soins dise « on s'occupe de vous ». Et le patient n'a pas d'autre attente que ça. C'est paternaliste, si vous voulez, mais c'est parfait, c'est tout à fait approprié. Le problème arrive si le patient a survécu, puis arrive dans le bureau du médecin pour son suivi de maladie chronique et qu'on fasse encore la même chose, on va s'occuper de vous. Ça ne fonctionne pas. Donc là, il faut partir d'un modèle expert prise en charge, puis il faut évoluer vers un modèle de je suis soit un expert guide si je suis au début de la maladie ou vers vraiment un partenariat. Donc, partenariat dans lequel, évidemment, le dialogue est central. On ne peut pas avoir de partenariat si on n'a pas cette collaboration-là. Donc, l'esprit derrière Discutons Santé, c'est comment est-ce qu'on peut actualiser ça dans des bureaux de médecins. Alors, c'est un outil web francophone qui vise à soutenir la participation active des patients durant leur consultation. Ce qui est sous-entendu, c'est que déjà, s'ils sont actifs en consultation, on va probablement les inciter à être plus actifs au niveau de l'autogestion de leur maladie dans le reste du temps. Et évidemment, c'est une approche dialogique qui est le fondement de cette participation active. Le site a été mis en ligne en 2014. Il est accessible gratuitement. Il est hébergé de façon sécuritaire sur le site de Capsana, dont la réputation est faite depuis longtemps. Donc, on s'est dit, on a quelque chose de très bien. Est-ce que les gens peuvent se l'approprier en pratique clinique? Donc, on va d'abord juste regarder rapidement la structure et les fonctionnalités de Discutons Santé. Donc, Discutons Santé a deux volets. Un volet qui est destiné aux patients et il y a un volet destiné aux professionnels. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler du volet professionnel parce que la recherche dont je vous parle aujourd'hui porte sur la partie patient. Donc, on voit que du côté des outils patients, on a vraiment un module pour approfondir la façon de communiquer basé sur le THT qui est devenu pivot. Alors, présenter nos informations, s'informer en posant des questions, vérifier les informations qu'on n'a pas comprises et oser exprimer nos préoccupations aux médecins ou à tout autre professionnel, en fait. Ensuite, il y a un guide pratique de la préparation du prochain rendez-vous. C'est ce qu'on appelle ouvrir la boîte noire de la consultation au patient et de le guider pas à pas pour qu'il ait en tête et sur sa feuille sommaire les informations dont il veut discuter avec son soignant. Et finalement, un carnet de santé qui est vraiment un carnet de santé plus conventionnel, plus traditionnel, où on consigne les informations sur sa santé, la santé familiale, ses allergies, les médicaments, etc. Donc, la page d'accueil du patient, c'est M. Pierre Blain, qui est le directeur du regroupement provincial des comités d'usagers, qui fait un beau petit speech d'accueil des patients pour leur dire à quel point c'est important qu'ils prennent en main leur santé et que ça commence par la gestion de leur consultation médicale. Et vous voyez que c'est très, très simple. Il y a en rouge, vous avez l'onglet patient. Et là, on annonce tout de suite mes habiletés pivots, mes rendez-vous, mon carnet de santé. Avec un clic, on peut aller consulter à ma guise, chez moi, à la vitesse que je veux, dans l'ordre que je veux, les différents modules. Je pourrais passer une demi-heure ou juste une heure à présenter le site. Là, on n'a pas de haut-parleur, je crois. Hein? Ça, c'est des exemples. Je vais essayer. Normalement, oui. Oui? Alors, on a un petit... Excusez-moi, mais il y avait une autre chose dont je voulais vous parler, docteur. Ah oui, je vous écoute. Bien, depuis un bout de temps, les rapports avec ma femme, c'est plus comme avant.
comment dire, je ne suis plus trop capable. Vous voulez dire que vous avez des problèmes d'érection? Oui, c'est ça. Ça m'inquiète parce que j'ai lu sur Internet que ça pouvait être une complication du diabète. Vous avez bien fait de m'en parler, M. Sanchez. C'est vrai qu'il pourrait y avoir un lien. Ça pourrait être... On va arrêter là parce que, en fait, là, le médecin explique, mais bon, le patient s'était préparé à oser mettre ça sur la table et d'en parler avec son médecin. Donc, il y a beaucoup d'exemples audio comme ça, avec le verbatim que le patient peut lire à l'écran, mais il peut aussi juste écouter des exemples d'intervention où les habiletés sont démontrées. Ensuite, quand on arrive dans le module de préparer les rendez-vous, vous voyez la ligne en haut qui vous donne un peu l'évolution ou pas l'évolution, mais la trajectoire que le patient peut suivre. Donc, il va rentrer les coordonnées de son prochain rendez-vous. Ensuite, on va lui poser un certain nombre de questions standards qui va permettre au système de lui donner une trajectoire un peu différente en fonction de est-ce que vous avez ici un symptôme que vous voulez discuter? Est-ce que vous venez pour un suivi d'un problème de santé connu? Prenez-vous actuellement des médicaments ou d'autres produits pour votre santé? Puis voulez-vous discuter d'autres sujets? Donc, la personne dit oui ou non. Et là, l'algorithme est un peu différent pour la préparation de la visite. Ensuite, les gens vont, s'ils ont un symptôme, c'est assez rudimentaire, mais en fait, ce qu'on demande aux patients ici, c'est de répondre à la plupart des questions que le médecin ou l'intervenant va lui poser. Si j'ai mal à l'épaule, le docteur va vouloir savoir depuis quand, qu'est-ce qui est arrivé pour que cette douleur-là apparaisse, qu'est-ce que vous avez fait pour la soulager, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce qui l'aggrave, est-ce qu'il y a d'autres choses qui se passent en même temps. Donc, c'est un petit peu classique comme question, puis ça permet aux patients déjà de réfléchir à mettre un peu de viande autour de l'os de « j'ai mal à l'épaule ». Alors, comme on a fait un des groupes de discussion hier avec des patients, et la patiente elle-même disait, tu sais, elle dit, si j'arrive chez le médecin puis qu'il me pose une question, puis là, elle regardait le ciel, puis elle s'est gratté la tête exactement comme ce qu'on avait pensé qu'on ne voulait pas que les patients fassent. Bien, elle dit, ça me permet d'avoir réfléchi à l'avance puis d'avoir mes réponses prêtes, puis je peux gagner du temps. Donc, ça me fait travailler avant, puis les patients nous disent qu'ils sont très contents de ça. Alors, je vais juste revenir un petit peu en arrière. Donc, après le symptôme, il y a le même genre d'exercice à faire s'il y a un suivi pour le diabète, l'hypertension ou d'autres maladies chroniques. Ensuite, on fait rédiger la liste de médicaments au patient. Alors ça, c'est un peu fastidieux la première fois pour le patient, mais l'exercice ici, c'est vraiment d'associer le médicament avec le problème pour lequel je le prends, dans mes mots à moi. Alors, c'est vraiment, il y a une question d'éducation en même temps. Est-ce qu'il y a d'autres sujets? Il y a une foire de questions que d'autres patients comme lui ont trouvé importantes à poser au docteur, et donc on peut aller choisir des questions qui sont appropriées pour nous. On peut prendre des notes, on peut revenir, j'ai un petit peu de difficulté avec. Alors, il y a un endroit où on peut prendre des notes après la consultation, dire « Ah, ben oui, c'est ça qu'on a discuté ». Et à la fin de tout cet exercice-là, il y a une feuille sommaire. OK, il y a la feuille sommaire, je l'ai mis ici. Ma feuille sommaire qui est générée. Donc, toute l'information qui a été consignée par le patient est en format PDF. Qu'il peut voir à l'écran, qu'il peut voir sur son téléphone intelligent ou qu'il peut imprimer puis apporter sous format papier. Et puis, donc ici, la patiente en question avait 4 sujets à discuter. Elle avait des tétines, donc des acrocordons. Elle avait vu du sang dans ses selles. Elle avait un formulaire d'assurance pour son permis de conduire. Et puis, elle voulait son examen annuel, son pap test, sa mammographie. C'était une patiente dans la cinquantaine. Et pour chacun des problèmes, vous voyez, elle a pu mettre un petit peu de documentation. Et parce qu'on ne pouvait pas faire une capture d'écran assez grande, on a la même information qui est répétée, mais vous avez sa liste de médicaments telle que rédigée par la patiente. Fait que je vais revenir un petit peu en arrière pour le carnet de santé. Le carnet de santé, vous voyez que très rapidement, c'est mon histoire médicale, mes problèmes de santé, mes allergies, les opérations. Donc, faites attention pour ne pas utiliser le mot chirurgie, mais bien pour les patients qui nous parlent, c'est j'ai eu telle opération, mes habitudes de vie, mes antécédents familiaux. Alors, ici, c'est mes problèmes de santé, c'est juste un exemple de comment on peut rentrer les informations. Donc, qu'est-ce qu'on a fait quand on a développé le site? Bien sûr, c'est un concept. Alors, ce site-là a été validé par des utilisateurs tests, autant des patients. Et c'était des patients, monsieur et madame tout le monde, âgés entre 40 et 72 ans,
qui sont venus une demi-journée à la clinique où on était. On les a placés devant un ordinateur et puis ils ont navigué par eux-mêmes dans le site avec nous comme observateurs. Et puis ensuite, on a fait des groupes de discussion pour comprendre la facilité de navigation, est-ce que le site était intéressant ou pas, et puis d'obtenir évidemment leurs impressions sur les forces et les faiblesses du module tel qu'il était à ce moment-là, et on a pu l'améliorer pour l'amener à sa version finale. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a évalué 3 façons différentes de faire connaître ce site-là aux patients et aux professionnels de la santé. Et tout ça, c'était dans la validation de la première étude. Si on met un poster dans la salle d'attente, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont aller visiter le site? Si le site est recommandé par la réceptionniste au bureau, est-ce qu'on va avoir des visites du site? Et finalement, si c'est le professionnel de la santé qui recommande le site, est-ce qu'on va avoir des visites sur le site? Je n'ai pas besoin de vous dire que proportionnellement, la dernière proposition ici est celle qui est la plus efficace. Le professionnel de la santé qui dit à son patient « J'aimerais ça que pour la prochaine visite, tu ailles voir ce site-là puis que tu te prépares. Je pense que ça pourrait être utile pour notre conversation. » Ça, c'est vraiment ce qui a amené proportionnellement le plus de visites. Donc, maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est notre protocole et combien de minutes il me reste? Parfait, je vais aller rapidement. Ce qu'on voulait faire, c'est de décrire et évaluer l'adoption et l'implantation du site Web dans les routines cliniques en soins de première ligne. On voulait apprécier, ou ce qu'on veut faire, parce qu'on est en train de le faire, c'est apprécier auprès des patients leur expérience d'utilisation, évaluer l'impact de l'utilisation de Discutons Santé sur la consultation elle-même, sur l'activation du patient, tant du point de vue du patient que du professionnel, puis d'évaluer le maintien de l'utilisation de Discutons Santé suite à la phase d'implantation. Alors, on a utilisé le cadre d'implantation qui s'appelle REAIM. C'est un devis d'études de cas multiples. On est en train de faire cette étude-là dans 6 cliniques de médecine familiale, 3 au Québec, 3 au Nouveau-Brunswick. On a entre 5 et 10 médecins ou professionnels de la santé par clinique en ce moment, et on souhaitait 40 à 50 patients par clinique qui allaient faire l'ensemble de la visite et du retour chez le médecin. Nos sources de données sont des questionnaires et des groupes de discussion. Nos patients, 18 ans et plus, on n'était pas exigeants, à être suivis par un des médecins participants, avoir un rendez-vous prévu au cours de notre phase d'implantation, avoir au moins une maladie chronique, mais pouvant en avoir plus, puis, comme pour THT, avoir une certaine connaissance de l'utilisation d'Internet. Les soignants, vous voyez que c'est médecins et infirmières essentiellement. Alors ça, ce sont les phases. Il y a déjà un déphasement parce qu'on a commencé plus tard, mais on est en train en ce moment de faire l'implantation et l'évaluation de l'implantation dans nos 6 cliniques. On est en train en même temps de faire l'évaluation du projet par les médecins généralistes. Et puis, on va, entre juin et août, faire l'évaluation du maintien et l'analyse définitive de l'ensemble des questionnaires. Et on va préparer un guide d'implantation pour les cliniques qui souhaiteraient le faire. Le cadre REAIM, vous le verrez, vous pourrez le lire vous-même sur le PowerPoint. Mais c'est vraiment très, très, très détaillé sur comment on procède pour faire une implantation réussie. Alors ça aussi, c'est des choses plus techniques au niveau de la procédure de l'implantation. On n'avait pas beaucoup d'argent et on a eu une infirmière pivot ou une personne pivot dans chaque clinique qui était responsable. Alors actuellement, c'est complété dans 3 cliniques, la phase d'implantation. Elle est toujours en cours dans 3 de nos cliniques. Et puis, vous voyez que la phase de maintien, elle est décalée comme je vous l'ai dit. Là, ce que je voulais montrer ici, ça c'est notre premier milieu. On a identifié 1100 patients qui étaient éligibles. Il y en a 40 qui ont participé à la toute fin. Ça, c'est la déception, comment on part avec des gens éligibles. Mais parmi les gens éligibles, il y en avait 195 qui avaient un rendez-vous de prévu dans la phase d'implantation, mais on a quand même réussi à avoir seulement 40 personnes qui ont terminé, donc qui sont allées visiter le site et qui sont revenues pour une visite avec le médecin. Mais tout est documenté, donc on va pouvoir bien analyser. Quand on a demandé aux patients d'évaluer le site, alors vous voyez qu'en accord et plus sur l'ensemble des qualités du site, c'est vraiment très, très, très bien évalué par les patients. Peut-être rapide à compléter,
effectivement, la première fois qu'on l'utilise, ça prend quand même entre 20 et 30 minutes là, pour naviguer dans le site. Donc, ça, le score est un petit peu moins élevé. L'impact sur la consultation. Alors, mon temps est écoulé. Me donnez-vous 2 minutes de grâce. L'impact sur la consultation, encore du côté des patients, 97, 96, 81 des gens nous disent oui, c'est un impact favorable sur la façon dont la consultation s'est déroulée. Est-ce que la feuille sommaire, est-ce que le contenu était complet de la feuille sommaire? 97 des patients nous ont dit oui. 51 des médecins nous ont dit oui. Alors, très rapidement, les patients, qu'est-ce qu'ils nous ont dit dans les premiers groupes de discussion? Ils ont senti une responsabilisation accrue puis une prise en charge de leur propre maladie et voyaient vraiment l'utilisation de Discutons Santé comme une façon d'aider leurs soignants à mieux les aider. Ils voyaient ça comme une réappropriation de la gestion de leur maladie et une de leurs responsabilités. Ils se voyaient comme un acteur important dans les soins et dans la consultation. Ils nous ont répété que ça diminuait leur stress. Il a dit, on a beau connaître notre médecin, on a beau connaître notre maladie, quand on arrive à notre consultation, on est désorganisé, on a peur d'oublier des choses. Ça nous a vraiment aidés. Dans sa forme actuelle, de ce qui est en rouge, les patients étaient parfois déçus que le médecin n'ait pas regardé la feuille ou n'aient pas eu accès à leur feuille sommaire avant qu'ils rentrent dans la consultation. Ils aimeraient en avoir plus, ils aimeraient pouvoir entrer leurs données d'autogestion eux-mêmes et de les envoyer périodiquement au médecin entre les visites. Et ils voudraient avoir plus de place pour faire des prises de notes entre les visites. Du côté des professionnels, ça c'est le résultat du premier focus group, bien, que ça aide le patient à s'organiser. Mais ils ont perçu peu de changements dans le comportement des patients en consultation parce qu'ils se sont dit que les patients qui l'ont fait, pour eux, c'était déjà des patients assez activés au départ. Pour eux, ça changeait peu la consultation, mais ils étaient vraiment centrés sur leurs besoins à eux et il n'y a aucun de ces médecins-là qui nous a dit « peut-être que ça a aidé mes patients ». Ils n'ont pas fait le pas jusque-là et ils s'attendaient à une histoire de cas qui était faite avant d'entrer. Un peu comme quand on va chez le dentiste puis on fait une checklist des problèmes de santé qu'on a eus. Alors, dans ce sens-là, leurs attentes avaient été un peu déçues. Alors, finalement, les patients atteints de maladies chroniques sont difficiles à mobiliser, 40 sur 195 qui ont fini le processus, puis ont demandé pas mal de soutien de notre part pour qu'ils finissent le processus. Lorsqu'ils utilisent le site, cependant, ils le trouvent utile, puis ils désirent l'adopter comme outil dans leur prochaine consultation. Puis l'opinion des professionnels est plus nuancée, mais encore là, on a juste fait un focus group qui a été analysé, donc je pense qu'il y a de la place pour avoir plus d'informations de la part des professionnels. Alors, on va être dans la phase de maintien. Désolée d'avoir pris quelques minutes de trop.